comment démarrer après un exposé voilà, aussi riche du point de vue clinique. Je dois insister tout de suite, un peu comme Philippe le laissait entendre tout à l'heure, que pour ma part, je n'ai pas d'expérience clinique qui corresponde à celle que Elena Peláez vient de nous présenter. Mais voilà, les circonstances de préparation de ce moment de travail font que j'y ai été impliqué, j'ai accepté d'y être impliqué, et devant le matériau que Elena Peláez à 2 reprises m'a présenté, je me suis demandé moi-même comment j'allais rebondir d'une certaine façon. Alors, en un premier temps, d'une certaine manière, depuis le peu d'expérience qui est la mienne, ces propos me laissent en quelque sorte sans voix. Mais en un deuxième temps, cela vient me convaincre, une nouvelle fois, je dirais, de ce qui me semble à l'évidence l'intérêt des outils conceptuels de la psychanalyse, dont j'ai un peu connaissance par ailleurs, pour se saisir de ce matériau clinique et pour l'accompagner dans les élaborations psychiques dont on pense qu'elles seraient judicieuses, soutenantes, vivantes pour ces adolescents, préadolescents. Et donc, c'est comme si, après avoir entendu ces propos d'Elena Peláez, les outils psychanalytiques m'apparaissaient comme encore plus vifs, encore plus efficients que ce que je pouvais en savoir. Comme si, à la rencontre de ce matériau, ils acquéraient une vivacité, un relief dont je vais essayer de dire quelque chose très simplement. Alors, un tout petit détour, c'est que, effectivement, l'expérience clinique qui est la mienne est beaucoup plus liée à l'autisme infantile qu'à la situation de ces enfants ou de ces préados ou de ces ados dont il a été parlé. Et par ailleurs, dans mon intérêt pour la clinique psychanalytique et pour les théorisations que la psychanalyse présente, voilà, j'ai un certain goût, on va dire ça comme ça, pour faire parler ces théorèmes, ces propositions théoriques, depuis un arrière-fond philosophique qui me paraît souvent, là aussi, donner du relief à ces propositions métapsychologiques de la psychanalyse. Alors, ce qui me frappe, la première chose qui m'a frappé, et cela m'a été donné à penser depuis les propositions cliniques que Elena Peláez vient de nous présenter, c'est combien la question de la conscience et la question de la conscience de soi ne sont pas les mêmes. Et je voudrais faire une proposition métapsychologique un peu caricaturale, mais elle est peut-être quand même prometteuse. J'ai l'impression que la clinique et la métapsychologie de Freud, par exemple, prend appui beaucoup plus sur les territoires de la conscience, l'inconscient freudien étant l'autre de la conscience, alors que, avec Lacan, un déplacement s'opère du côté de la conscience de soi. L'inconscient élaboré par Lacan, dans la continuité des recherches freudiennes, mais aussi dans un certain déplacement de la recherche freudienne, il m'est apparu avec une espèce d'évidence encore plus grande, à la rencontre de ce matériau qui nous a été présenté, que, entre guillemets, la métapsychologie lacanienne s'inscrit sur un territoire qui est beaucoup plus celui de la conscience de soi que simplement celui de la conscience. L'inconscient tel que Lacan le porte, c'est l'inconscient de la conscience de soi. Tandis que l'inconscient freudien m'apparaîtrait davantage comme l'inconscient de la conscience. Alors,
On ne va pas faire des conférences, hein, on n'en a pas le temps, mais ça vaut vraiment la peine de lire ou de relire ce qui est disponible comme présentation de la pensée hégélienne, qui est absolument fondamentale dans le démarrage du travail de Lacan par rapport à Freud, ou quand on lit notamment la phénoménologie de l'esprit de Hegel, dont Lacan était en première ligne informé, on prend la mesure de ce que la conscience de soi, c'est autre chose que la conscience. Et le point différentiel, si vous voulez, qui me paraît tout à fait décisif dans la clinique dont il est question aujourd'hui, c'est que dans une clinique de la conscience, on suppose que j'ai d'abord conscience, et puis à partir du fait que j'ai conscience de l'autre. J'ai conscience du verre, j'ai conscience de mon voisin, j'ai conscience de ceux qui sont en face de moi, etc. Avec Hegel et Lacan, le point de départ, c'est la conscience de soi. C'est l'inconscient, je dirais, tel qu'il est pensé depuis la conscience de soi. Or, ce que Hegel montre, c'est que la conscience de soi commence avec la conscience de l'autre, commence avec l'autre. Et donc, ce n'est pas moi d'abord qui aurai conscience, et puis qui, au départ de cette conscience, aurait conscience de quelque chose d'autre. C'est l'autre qui précède la conscience de moi, qui est la condition de possibilité de la conscience de soi. Et c'est seulement à partir de là qu'il y aura à partir de la conscience de soi, que j'aurai affaire à quelque chose d'autre, que j'aurai affaire à la dimension inconsciente de cette conscience de soi. Et j'ai vraiment l'impression que la clinique des réseaux, telle que vous la manifestez, vient donner au déplacement entre Freud et Lacan une consistance considérable qui ne supprime absolument pas l'apport freudien, mais qui vient donner un intérêt, une nécessité à la reprise déplaçante de l'invention freudienne telle que Lacan, en passant par Hegel, la relance. Freud étant beaucoup plus inscrit dans l'épistémologie phénoménologique que dans l'épistémologie inaugurée par Hegel. Voilà, ça c'est vraiment un point qui me semble extrêmement important. À partir de là, évidemment, comme le texte d'Elena Pelaez nous le donne à voir avec évidence, on ne peut pas ne pas continuer à prendre au sérieux la question du stade du miroir. C'est-à-dire précisément la question de la constitution du soi depuis une image qui pourra m'apparaître comme une image de moi à partir du moment où l'autre l'aura fait valoir à mes propres yeux comme une image de moi. Alors là, j'ai une petite métaphore, au départ d'ailleurs, d'un passage de Lacan, mais peu importe, pour faire comprendre ça, et donc vous m'y avez redonné à penser. Imaginons que je suis tout seul. Évidemment, j'ai conscience de plein de choses, même en étant tout seul. Mais imaginons que je veuille avoir conscience de ce qui se passe là, du côté de la fontanelle. Comment est-ce que je vais faire pour construire une conscience de moi qui prenne en considération ce point-là de ma petite personne? Il me faudra 2 miroirs. Même pas un, mais 2. Il faudra un miroir, par exemple, au plafond. Mais si je regarde au plafond le miroir, je ne vais pas voir ce qui se passe au-dessus de ma tête. Il faudra donc un 2e miroir qui reflète le premier miroir pour que je vois ce qui m'arrive. Ça, c'est le déplacement entre conscience et conscience de soi. Et j'ai l'impression qu'à partir d'une métaphore comme celle-là, et des constructions métapsychologiques qui prennent appui sur ce déplacement, on peut entrer dans ce qui est en jeu pour ces enfants, pour ces préados, pour ces ados, à l'occasion du réseau. Évidemment, cette question du stade du miroir
elle est directement articulée dans l'affaire du réseau avec la question et la mise en question de la question du père. Puisque dans le stade du miroir classique, l'enfant peut jubiler quand il a affaire à son image dans le miroir parce qu'il y a une fonction parentale qui la lui présente et qu'il y a une fonction parentale qui se réjouit de la beauté de cette image offerte à l'enfant et que l'enfant peut se réapproprier. Mais quand un jeune est tout seul devant son écran, aux prises avec ses miroirs et ses miroirs de miroirs, il n'y a pas nécessairement la figure paternelle, la figure parentale, l'instance qui vient construire une lisibilité et un contenant et un don symbolique aux jeunes de ce qui se passe dans ces effets de miroir et de miroir de miroir. Et donc, on a curieusement, dans les données cliniques qui nous sont présentées, un champ d'investigation au nom du stade du miroir qui vient d'autant plus mettre en question ou montrer qu'est mise en question la question du père, la question de la fonction paternelle. Et on pourra revenir un petit peu plus tard sur justement le déplacement de nouveau considérable qu'il y a entre les inventions freudiennes décisives et la façon dont Lacan les rejoue. Quand on lit Freud, la question de la fonction paternelle, elle est là, elle fonctionne, ça marche. Tout le complexe d'Édipe est construit sur le fonctionnement de la fonction paternelle, quitte à ce qu'il y ait des difficultés, mais elle marche. Alors que Lacan, comme vous le savez peut-être, en est arrivé à essayer de soutenir qu'est-ce que c'est que la question de l'inconscient quand la question de la fonction paternelle est mise en jeu et éventuellement non fonctionnelle. On pourra en reparler un petit peu plus tard, s'il y a lieu. Et directement lié à ça, il y a la transformation de la question de l'objet et de la relation à l'objet. Quand on est dans un espace freudien, je vais dire ça classique, alors, d'une certaine façon, l'objet, la relation d'objet, va au fond être lestée par la question de l'amour ou pas. Et va porter, peut-être à la faveur du désir, mais qui n'est pas un mot particulièrement investi, cette image de l'objet, elle est construite, elle est déjà une personne par rapport à laquelle il peut y avoir amour, haine, etc. Ici, et on voit que les déplacements lacaniens peuvent être intéressants parce que la question de l'objet n'est plus thématisée comme ce qui est déjà une personne construite. Les fameuses propositions d'objet A chez Lacan, c'est des bouts d'objets, c'est des fragments d'objets, c'est au mieux des objets partiels, éventuellement non rattachables à de la personne, et qui, d'une certaine manière, vont davantage poser la question de la pulsion, la question du désir, que la question de l'amour. Il est inévitable que qu'en est-il de l'objet soit une question éminemment posée à l'occasion de la clinique des réseaux sociaux, comme nous la voyons. Et donc, cette distinction, cette articulation qu'on trouve chez Lacan entre amour, désir, jouissance, c'est une articulation qui s'impose dans la clinique telle qu'on la rencontre à l'occasion des réseaux sociaux, comme Elena Peláez nous en a parlé. Ce que j'essaye de dire là montre alors, depuis le stade du miroir, problématisé en même temps que ce qui est peut-être un suspens de la fonction paternelle, montre combien le travail transitionnel
tel que Winnicott nous a donné à penser, avec Roussillon, etc., est absolument fondamental. Parce qu'au fond, le risque, c'est que le jeune, tout seul avec ce qui se passe sur l'écran, depuis l'écran, ne puisse pas contenir ce qui est en jeu, produire des images qui lui permettraient de penser ce qu'il en est, de s'approprier, comme le disait Elena, la question de la jouissance, du désir, de l'amour. Et on voit combien le thérapeute va être invité à faire du rapport entre le jeune et ce à quoi il a affaire dans le réseau, à constituer cette matière première comme un espace transitionnel où il va devoir jouer sa partie entre fiction et réalité pour être l'occasion que le jeune, prenant appui sur cette présence transitionnelle du thérapeute, puisse alors s'approprier ce qui risquerait sinon de la pure et simple désappropriation. Et donc, on voit combien, et là je pense quand même, bon, c'est un propos un peu, voilà, un peu agressif, mais bon, vraiment, sans aucune méchanceté. Hein. Mais on voit combien des techniques, des techniques psychologiques risqueraient de ne pas être à la mesure de la complexité de ce que c'est qu'un processus d'identification et de ce que c'est que le risque d'addiction impliqué par les processus d'identification. Et en ce sens-là, nous savons tous que la psychanalyse a très mauvaise presse aujourd'hui, et je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais je ne peux pas m'empêcher, comme thérapeute, on va dire, de dire que si on veut bien ne pas jargonner, si on veut bien ne pas tourner dans la théorie pour elle-même, on se rend compte que la psychanalyse dispose d'outils conceptuels qui sont quand même à la hauteur des questions qu'on rencontre dans ces circonstances-là. Et que si ce que nous souhaitons, c'est que nos jeunes deviennent des sujets, je peux apercevoir toute une série de techniques qui ne suffiront pas à rencontrer le jeune dans les difficultés que lui posent les dédales des processus d'identification et des effets éventuels d'addiction à l'identification. Pourquoi addiction à l'identification? Parce que nous ne savons jamais qui nous sommes. Qui oserait croire savoir qui il est? Comme le dit Lacan, encore lui, ben enfin voilà, tant pis pour lui. Tant que Napoléon ne se prend pas pour Napoléon, ça va. À partir du moment où Napoléon se prend pour Napoléon, il risque de se retrouver à l'île d'Elbe, et c'est ce qui lui est arrivé. Donc le propre de l'identification, c'est de n'avoir pas un point qui permet de la sceller positivement. Et c'est cette absence de point final à la question de l'identification qui fait l'addiction à l'identification. Et donc, comment on accompagne un jeune dans le travail, parce qu'il faut quand même bien essayer de s'identifier un peu, il a fallu que je m'assoie et j'ai pu me débrouiller avec le fait que je me suis assis derrière l'affiche où il y avait mon nom, mais ça pourrait être insupportable. Et c'est déjà un processus considérable que de pouvoir le supporter, sans croire savoir qui on est et sans vouloir que l'autre sache ce qu'on croit qu'on est. Alors encore un pas, entre guillemets, conceptuel
supplémentaires pour accueillir vos propos, hein, et solliciter les outils conceptuels dont on disposerait pour mettre tout ça au travail. Vous savez que Lacan a promu trois catégories, trois dimensions de la vie psychique: le réel, l'imaginaire et le symbolique. Alors le réel, je dirais comme ça très vite, sans jargonner, le réel, c'est ce qui m'arrive comme pensée, même si je ne l'ai pas voulu. Ce que je ne peux pas m'empêcher de penser. Les rêves que je ne peux pas m'empêcher de faire. Les passages à l'acte qui s'imposent. Tout ce qui s'impose à moi, comme pensée consciente ou inconsciente, on pourrait dire d'une certaine façon, c'est plus réel que la réalité. C'est tellement évident. Quelqu'un qui délire, son délire est plus réel que la réalité. Et donc si vous allez lui opposer la réalité, en lui disant mais non, c'est une corde qui traîne par terre, c'est pas un serpent, ça n'a aucune efficace. Le serpent qui se pense dans sa tête est plus réel que la corde qui traîne par terre. Ça, c'est le réel de la pensée, en fait, consciente ou inconsciente. L'imaginaire, ce sont toutes ces dimensions moïques, toutes ces dimensions du moi dont on a absolument besoin, mais qui peut nous coincer. Et le symbolique comme ce qui me met en lien de moi vers l'autre et de l'autre vers moi, et sur quoi je n'ai pas de contrôle. Et Lacan a proposé, il dit, voilà, on est suffisamment en paix avec soi-même quand ces trois registres, ça se noue pas trop mal, quoi. L'ennui, c'est que parfois, ça déchire. Et il propose qu'un travail analytique puisse être l'occasion de prendre appui sur ce qui est un symptôme qu'on rencontre dans cette clinique, évidemment, pour que le sujet puisse construire son appropriation de ce qui lui arrive. Et il ajoute à ces trois grandes dimensions du RSI, du réel, du symbolique, de l'imaginaire, à la fin de son enseignement, il propose une quatrième dimension qu'il appelle sigma, et qui est une dimension qui permettrait de se débrouiller de façon non déchirée, non déchirante, avec ces trois dimensions tellement compliquées aujourd'hui dans nos vies. Et Elena, quand j'ai préparé ces quelques notes, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, tiens, et si ce sigma était le S de spirituel au sens spirituel du mot, c'est-à-dire au sens du jeu de mots, comme au sens de la vie de l'esprit. Et si c'est le cas, voilà quand même une piste extrêmement intéressante, qui est de dire que s'il devait y avoir encore du spirituel dans nos vies, c'est à partir de nos propres symptômes qui ont été mis au travail. Voilà, je termine en disant que tout ce que j'ai essayé d'élaborer, vous l'avez bien entendu, ce n'était pas possible sans Freud, c'est avec Lacan. Et je pense qu'il y a des travaux dans l'histoire de la pensée, je pense notamment à Guattari, au nom de ce qu'ils appellent schizoanalyse, qui nous donne plein de concepts pour aller encore davantage, davantage sur le chantier des réalités psychiques, notamment parce qu'ils ont pris très au sérieux la question du capitalisme et qu'ils ont vraiment pensé, Deleuze, Guattari, au nom de ce qu'ils appellent schizoanalyse, comme relance de la psychanalyse, ils ont vraiment pensé le fonctionnement capitaliste des sociétés humaines, ça fait quoi à la psyché? Et alors évidemment, et du coup, ce sigma, ce symptôme qui trouve ses moyens de s'approprier, c'est peut-être la seule manière de faire pièce au capitalisme. Voilà, et je terminerai évidemment, on en parlait avec Cécile tout à l'heure, le propos
de Stigler bien connu aujourd'hui sur la technique, le virtuel, et notamment dans ses incidences psychiques, comme étant ce qu'il a appelé un pharmacone. Et il appelait ça un pharmacone à partir de Platon, Platon qui traite la question de l'écriture comme un pharmacone dans une lettre célèbre de l'époque, si je dirais. Et Stigler montre que ce mot pharmacone en grec ancien a l'extrême avantage d'être équivoque et qu'il signifie en même temps trois choses: le remède, le poison et le bouc émissaire. Et du coup, quelque chose à faire passer auprès des parents qui seraient dans la pure inquiétude, voire dans la phobie, c'est de se dire que ces réseaux sociaux, eh bien, c'est à nous de faire en sorte qu'ils fonctionnent comme remède plutôt que comme poison, ce qui ne sera possible que si on n'en fait pas un bouc émissaire. Voilà, dernier mot, tout dernier mot. Je pense qu'il y aurait lieu de lire un ouvrage que je n'ai pas encore lu, d'un philosophe dont j'ai entendu parler récemment, Mehdi Belhaj Kassem, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le système du pléonectique ». Il invente des concepts, c'est le rôle du philosophe, hein, c'est son job. Et pléonectique, ça vient du mot grec pléion, qui veut dire plus, toujours plus, comme on a beaucoup entendu ça dans le texte. C'est le principe même de l'addiction. Et dans ce livre qui s'appelle « Le système du pléonectique », il montre que dans le processus même du vital, il y a quelque chose qui en veut toujours plus. Et que la question de l'esprit, ce serait comment est-ce qu'on se débrouille avec ça.